Bonjour, c'est Gorky de la Team Radva. On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'AK-19 de la marque LCT, mais c'est juste après ça. En introduction, je souhaiterais remercier notre partenaire Airsoft Entrepôt qui, une fois de plus, nous envoie une magnifique réplique pour que je puisse en faire la revue. Alors, je vais commencer par vous faire une petite rétrospective en sachant que je n'ai pas trouvé grand-chose sur la question. J'ai récupéré un article dont j'ai purgé un certain nombre d'arguments commerciaux, mais bon voilà, j'ai essayé de garder les éléments techniques. L'AK-19 a été créé pour les munitions au standard de l'OTAN 5,56 par 45. On est sur quelque chose de très prégnant, ce rapport aux normes OTAN et au marché occidental. L'AK-19 est un développement ultérieur des fusils d'assaut AK-12 qui sont entrés en service dans l'armée russe en 2018, on en a déjà parlé dans mes revues précédentes. L'objectif était de créer une arme qui puisse satisfaire les intérêts des clients justement du marché occidental. La munition de 5,56 par 45 est la cartouche militaire la plus populaire au monde, ce qui ouvre l'accès au marché de centaines de pays équipés de fusils automatiques aux normes de l'OTAN. Les différences fondamentales avec l'AK-12, les caractéristiques et performances des fusils d'AK-12 et AK-19 sont identiques. Ils sont tous deux conçus pour fonctionner à des distances allant jusqu'à 250-300 mètres, mais sont chambrés de munitions différentes. Les principales différences résident dans les détails. Pour le marché étranger, la société Kalachnikov a équipé son fusil d'assaut d'une nouvelle crosse pliante, que je vous montrerai tout à l'heure, encore plus légère, réglable en longueur et aussi en hauteur au niveau de la plaque de couche pour que chaque militaire puisse l'ajuster indépendamment, qu'il porte ou non un gilet pare-balles. Dans le même temps, toujours pour le marché étranger, Kalachnikov a créé et installé une poignée complètement différente afin de réduire encore davantage le recul lors du tir et de rendre le maniement de l'arme encore plus confortable. Les concepteurs ont également attiré l'attention sur une nuance importante, et oui, on en parlera aussi pour la réplique, il faut que les organes de visée soient aux normes OTAN. L'entreprise Kalachnikov a souhaité que l'AK-19 soit compatible non seulement avec les cartouches qui sont utilisées dans les armées étrangères, mais aussi avec les systèmes de visée qui vont avec. Par exemple, il s'est avéré que comme la hausse occupe une partie des rails de montage, et je vous le mets à l'écran pour les hausses classiques d'AK, les forces spéciales ont eu des difficultés à installer certaines caméras thermiques et dispositifs de vision nocturne occidentaux. Dans le même temps, l'AK-19 est un modèle universel qui peut être équipé de n'importe quel réducteur de son étranger, au marché russe bien sûr, à démontage rapide. Bien, ça c'est pour le descriptif. Donc, moi je considérais, quand j'ai vu que LCT travaillait sur le développement d'une AK-19, je m'attendais à avoir des marqueurs de critères OTAN présents sur toute la réplique. Alors, ce que je vous propose, c'est de mettre en image complète, en rideau, une AK-19 et qu'on puisse la regarder ensemble. Voilà, là vous l'avez en plein écran. Si on regarde du cache-flamme d'abord, vous allez remarquer que le cache-flamme ressemble à un cache-flamme de type AR-15, un petit peu rallongé, modifié, avec la petite couronne brise-vitre qu'on peut retrouver sur le cache-flamme de l'AK-12 et de l'AK-15, mais on est vraiment sur quelque chose de particulier, avec un système en quick detach qui va permettre de mettre de manière très rapide un réducteur de son au standard OTAN. Ensuite, vous allez retrouver ce que vous avez l'habitude de voir et que j'ai montré de nombreuses fois sur ma chaîne, à savoir le canon, le tube de retour de gaz et ce gros garde-main en ABS full Picatinny, que ce soit en dessus, en dessous ou sur les côtés. On va retrouver la première différence avec l'AK-12 et l'AK-15, puisqu'on va avoir ce chargeur droit qui doit loger des munitions de 5,56 par 45 OTAN. Oui, enfin bon, à cette distance-là, ça pourrait être aussi du 5,45 par 39. Si on ne voit pas le marquage, c'est pas très gênant. On va ensuite continuer. On a ce long rail Picatinny sur le dessus du top cover. Et on va voir effectivement qu'on ne retrouve plus cette hausse de type AK, mais un organe de visée beaucoup plus compact, qui prend beaucoup moins de place sur le rail du top cover, et qui va être, lui, au standard OTAN. On va avoir, comme d'habitude, le sélecteur de tir de type X47, qui est commun à l'AK-12, à l'AK-15 et à l'AK-19. Et là, on va avoir une nouvelle différence, à savoir cet ensemble poignet plus ponté, avec ce superbe ponté anguleux, avec un décrochement qui va permettre de passer les gants les plus épais lorsqu'on est en période hivernale en Russie. Donc c'est vraiment très appréciable et ça donne un look vraiment très modernisé. Et on va avoir à l'arrière cette crosse qui fait ultra moderne et qui va parfaitement bien avec l'ensemble de la réplique et qui renvoie, on va dire, de manière ergonomique
à la part de garde-main ABS à l'avant et qui va pouvoir se régler en longueur et en hauteur au niveau de la plaque de couche. Bien, je lève le rideau et donc voilà, ce qu'on peut se dire, c'est que c'est ce qu'on est censé voir arriver. Quelque chose qui va respirer les standards autant et qui va permettre éventuellement à un joueur US de jouer avec une calache et en fonctionnant éventuellement dans un délire 5,56 par 45, en jouant contractor, bon voilà, on peut imaginer ça. Je peux pas dire que j'ai eu une déception en recevant cet AK-19 LCT parce que j'avais évidemment regardé avec attention les photos de la fiche produit de chez Airsoft Entrepôt. Et là maintenant, on arrive à la réplique que j'ai trouvée dans la boîte. Une boîte que vous avez sur le côté, boîte classique, hein. Ce sont les mêmes boîtes que pour les AK-12 et les AK-15, plastique moulé, carton propre. À l'intérieur, on va avoir le petit blason classique des séries AK. D'ailleurs, un blason qui reprend les caractéristiques de ce qu'il y a dans la boîte. Voilà, ce petit blason. Et qui ne reprend pas forcément les caractéristiques de l'arme. Parce qu'effectivement, lorsqu'on ressort cette réplique de la boîte et qu'on la regarde comme celle-ci, eh bien moi, je me suis dit, bon, c'est pas une AK-19, et je vais vous montrer pourquoi. Et ensuite, je me suis dit, oh, le plus beau custom d'AK-12 en sortie de boîte. Voilà. Là, je vous ai dit, oui, le EL, si c'était à refaire. Non, si aujourd'hui, c'était à refaire pour un achat d'AK-12, bah, j'achèterais celle-là. Parce que j'ai maintenant une crosse à l'arrière, magnifique, en sortie de boîte. Alors pourquoi je dis que ça n'est pas une AK-19 ? Rappelez-vous, on a parlé du cache-flamme spécifique que je vous remets à l'écran pour l'AK-19. Ici, je vous le passe à la caméra, on a le cache-flamme qui ressemble un peu à celui de l'AK-74, avec en plus un brise-vitre devant. On n'est pas sur les cache-flammes de l'AK-19. On a aussi un chargeur qui n'a pas de marquage au niveau du calibre, mais qui renvoie quand même à l'environnement de la plateforme de l'AK-12. Plus important encore, moi j'étais impatient de voir si elle s'était allée investir dans un sight arrière aux normes OTAN, et là pas du tout. On va avoir ici un organe de visée de type AK, et vous voyez, qui utilise de très nombreux crans du rail Picatinny. Par contre, le défaut de réplication s'arrête là, puisqu'on va avoir un superbe combo poignée pontée, voilà, parfaitement répliqué, qui respire la solidité, et je trouve moi qui est d'un esthétique vraiment remarquable. Et en plus, la poignée est plus étroite, elle est beaucoup plus crédible. On se demande comment ils ont pu faire tenir le moteur à l'intérieur. Et puis on va avoir la pièce maîtresse à l'arrière, cette superbe crosse dont je vous disais, hein, vous avez ici le sélecteur qui vous permet, en le basculant, et on ressent vraiment un ressort super solide, de rentrer et de sortir sur 6 crans, voilà, avec un petit clac et ça tient, et avec un marquage, voilà, en impression dans le plastique. Et vous allez pouvoir régler aussi la hauteur de plaque de couche avec une simple molette. Voilà, vous voyez, je l'ai déjà décalé. Vous voyez ce que ça donne. Donc, on a un objet qui est magnifique. On va avoir l'œilleton à l'arrière qui, comme pour la K12 et la K15, permettent une acquisition extrêmement rapide. Bon, c'est une réplique qui est assez lourde, hein, je ne vais pas mentir, et qui va se jouer, on va dire, assez facilement sans organe de visée. Si on commence à mettre un organe de visée, il va falloir mettre des choses de type micro T1, T2, des choses pas trop lourdes, ou des optiques rehaussées, parce qu'on aime bien mettre un petit PERST 4 ou ce genre de choses. Et justement, à quoi va servir la plaque de couche ? Eh bien, si vous mettez un PERST 4, vous devez mettre une optique rehaussée pour que le point rouge soit au-dessus de ce que les US appellent les ANPEC, mais nous le PERST 4 par exemple. Et eh bien, effectivement, vous devez avoir l'œil du coup beaucoup plus haut. Et donc, il faut que l'arme ou la réplique descende avec la plaque de couche qui donc monte, comme là. Voilà, vous voyez, la plaque de couche monte. Et ça me permet, alors que j'ai épaulé, eh bien, d'aligner ma vision 2 cm, par exemple, ou 3 cm au-dessus de l'œilleton arrière. Voilà. Donc, superbe. Mais custom AK-12. Ok, alors la question c'est, est-ce que je peux, à partir de cette plateforme, faire une AK-19 ? Parce que ça, c'est quand même très important. Est-ce que je peux faire évoluer cette réplique vers une AK-19 et combien ça coûte ? Alors, la première chose, c'est il faut retirer ce cache-flamme à l'avant, hein, qui envoie tout de suite le message comme quoi c'est pas une AK-19. Alors, LCT a sorti un adaptateur. Regardez, je vous le mets là. Voilà. Là, ici, on est côté réplique. Donc, on est sur une attache QD. Et de l'autre côté, on va avoir du 24 mm. Donc, il suffit
d'acheter cet adaptateur pour ensuite pouvoir connecter un réducteur de son type autant, et moi je trouve qu'il faut prendre un réducteur de son en 24 mm le plus autanisé possible, puisque c'est le délire de la K19, d'accord? Et on supprime le problème à l'avant. Je vous retrouverai le prix, et je vous trouverai éventuellement le lien sur un site disponible, je ne sais pas si c'est disponible chez Airsoft Entrepôt. Deuxième chose, le chargeur. Là actuellement, on est sur un chargeur de type AK12, d'accord? Il vous suffit de prendre un chargeur droit, qui soit de chez Sima en le bidouillant un peu, ou de chez Arcturus. Il n'y a pas de marquage dessus. Vous faites un petit marquage discret 5,56 par 45, ça résout le problème du chargeur. Le problème du sight arrière est beaucoup plus important. On a commencé à chercher avec Kamarov notamment. Bon voilà, à vous de voir si vous réussissez à trouver une réplique du sight arrière. Moi, j'ai pas encore fait des grosses recherches. Pendant le montage, je ferai mes recherches. Si je trouve quelque chose, je vous mettrai le lien. Sinon, il faut démonter le sight arrière, poser une optique, et il vaut mieux qu'il ne soit plus là plutôt qu'il subsiste. Parce que si on a ce sight arrière, alors c'est pas une AK-19 non plus. Et pour le reste, eh ben c'est nickel, puisqu'on va avoir exactement l'ensemble poignée plus pontée et crosse qu'on attend de voir sur la K19. Donc oui, on peut faire un custom de la K19. Moi, j'ai déjà l'adaptateur à l'avant, j'ai déjà des séries de chargeurs droits de type 5,45 par 39 que je vais pouvoir marquer 5,56 par 45. D'accord, bon, c'est les petits détails. Démonter le sight, c'est rien du tout. Mettre ensuite une optique, et là c'est pareil. Quitte à être dans un délire Kalash otanisé, moi je pense que je vais être sur EOTech et puis peut-être magnifieur. Vous voyez, pour vraiment renvoyer c'est une AK-19 en fait. À mon avis, il ne faut pas hésiter à forcer le trait. Alors, si maintenant je vous donne quelques chiffres. On est sur une AK qui vaut 529,90 € chez Airsoft Entrepôt. Même avec mes 10%, on est à 476,91 €. Bref, 477 €. D'accord? Bon, 530, 477, on est sur un prix important. Sa longueur, elle fait 685 mm pliée. Elle fait 885 mm cross déplié au minimum, position 0. 945 mm en position 6. Okay, le rail supérieur fait 37,5 cm. Le rail inférieur fait 9 cm. Les rails latéraux font respectivement 3,5 cm. Oui, sauf que quand on dit que le rail supérieur fait 37,5 cm, si on a 5 cm avec le sight arrière qui bloque tout, la mesure du rail supérieur ne vous donne plus son potentiel à gérer l'ensemble des optiques. Là, on est sur un poids de 3 kg, 800 grammes, c'est-à-dire presque 4 kg. Vous imaginez qu'avec l'optique et éventuellement le chargeur plein, on va aller flirter avec les 4 kg. L'ensemble poignée plus pontée, ainsi que la crosse, sont trouvables en aftermarket. Je vous mettrai les prix. Par exemple, poignée plus pontée, c'est 24,90 €. La crosse, elle est aux alentours de 100 €. Je vous mettrai les prix exacts chez Airsoft Entrepôt. On a une Gearbox V3 génération 2 de chez LCT avec un changement Quick Detach, mais qui est bloqué par la structure de la crosse. Si vous repliez la crosse à l'arrière, vous voyez ici, le renfort de corps de réplique vous empêche d'accéder au guide ressort. Donc, quick detach, mais pas si quick que ça. Le piston est renforcé avec des dents en acier. La tête de piston, la tête de cylindre sont en aluminium CNC. On a un canon de 435 mm avec un diamètre de 6,02. Elle est compatible LiPo 11.1. D'accord? Donc, moi, je ne fais pas de démontage et d'ouverture, etc., etc. Simplement, ce que je peux vous dire, c'est que les pièces internes sont d'excellente qualité. Elles sont d'excellente qualité, mais il va manquer un tout petit détail. Et ça se voit immédiatement lorsque l'on fait les tests chronie et les tests de tir. Encore que les tests chronie appartiennent souvent à la puissance du ressort qui est mise en fait dans la réplique et qui correspond à la législation du pays d'origine. Donc bon, quand on a une Gearbox Quick Detach, c'est pas trop grave. Là, en l'occurrence, on a effectivement un ressort très peu costaud et on va avoir une réplique qui va tirer aux alentours de 330 fps au pop à 0 à la 0,20. D'accord? 330 fps. Et stable, à 1 ou 2 fps près, donc un ensemble qui est plutôt étanche au niveau pneumatique, ce qu'on retrouve régulièrement chez LCT. Les tests de tir, pour une fois, parce que je vous dis toujours, ouais, machin, ça tire pas, c'est nul, pourquoi ils n'ont pas mis d'appui? Bon, alors, tout ça c'est pareil, hein, d'accord? Sauf que pour une fois, j'avais forcé un petit peu, j'avais rempli mon chargeur à la 0,20 et j'ai fait mes tests de tir à la 0,20.
Ah, la 0,20, j'ai 50 mètres quand même, hein, 330 fps. Sauf que moi, je ne recommande pas de tirer à des distances pareilles à la 0,20, parce que l'énergie cinétique, lorsqu'elle se disperse à l'arrivée, est très faible en fait, hein, et les joueurs sentent mal les impacts. Le sujet, c'est pas que je veux faire mal aux gens, je veux qu'il y ait un équilibre entre, on va dire, la douleur que je ne souhaite pas et la sensation que je souhaite, pour qu'on se dise pas, ouais, machin, tu prends pas tes touches, alors que le gars, en toute honnêteté, il a rien senti, quoi. D'accord? Alors que nous, on a vu éventuellement la bille rebondir sur le porte-plaque. Bon, donc, l'appui, là, en l'état actuel des choses, vous ne pouvez pas lever de 0,25. Donc, il va falloir changer le ressort et l'appui. Tout le reste, il n'y a rien à toucher. Tout le système pneumatique, même le canon sont de qualité. Donc, vous allez en avoir pour une vingtaine d'euros pour avoir une réplique extrêmement efficace qui prendra les 60 mètres. Pourquoi LCT ne met pas juste un appui et un joint valable? Je ne sais pas. Bien. Alors, je vais vous faire un petit travelling pour que vous puissiez admirer la silhouette de la bête, parce que, bon, je me suis dit, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas? Mais bon, il y en a qui n'ont jamais vu mes revues sur la K12 et la K15, donc pourquoi pas? Voilà. Donc ici, on va avoir le cache-flamme de type AK12, le garde-main dont je vous parlais, son retour sur la totalité du dessus de la réplique, le levier d'armement et le sélecteur de tir ergonomique de type X47. À l'arrière, la crosse qui sera pliante et réglable en longueur et en hauteur de plaque de couche. La plaque de couche qui rappelle celle de la K12 en caoutchouc. Attention, on est sur une réplique moderne qui n'a pas de rail latéral ici. D'accord? Donc le PKA dans sa version classique ne fonctionnera pas, et ne tiendra pas, ne s'accrochera pas. D'accord? Vous allez avoir sur la crosse de quoi accrocher en QD votre sangle préféré. Et vous aurez bien sûr à l'avant de quoi positionner votre sangle et sa pivote. C'est ambidextre. Donc ça, c'est vraiment très très sympa. Alors, le démontage, moi je le trouve galère. Mais bon, c'est comme ça. Hein. C'est le fonctionnement normal de cette arme et de sa réplication. On lève ici le loquet. Et ensuite, il faut l'extraire. Voilà, c'est plutôt facile. Et ensuite, il faut retirer le garde-main. Ça a été déjà compliqué la dernière fois. Donc la petite solution, voilà, ici, on a pu l'extraire. Et on va dégager la connectique en Tamiya. Voilà, c'est quand même dommage, hein, 500 € la réplique. Et regardez ce qu'on a comme connectique. Bon. Alors, on va mettre les petites lunettes. Et on va écouter le fonctionnement de cette réplique. Qui va nous tourner quand même à 1032 RPM. Mais c'est en grande partie dû au fait qu'on a vraiment un tout petit ressort. Voilà. Allez, le semi. Alors je vous le dis, ça respire l'étanchéité et ça tourne très très rond. Voilà, 1032 RPM. Faut pas se plaindre en sortie de boîte. Moi je trouve qu'elle fait le taf. De toute façon sur LCT, moi j'ai pas mal de LCT derrière moi. C'est pas ça qui fait le souci hein, sur ce genre de réplique. Donc vous voyez là c'est un exemple. J'ai pas fait gaffe, bon il est là, où j'avais posé la petite pièce pour refermer le top cover. D'où l'intérêt chez Arcturus et chez EL d'avoir un loquet captif sur LCT. Je sais pas s'il faudrait même pas lui faire un petit marquage blanc au Posca pour le rendre beaucoup plus visuel s'il tombait dans la forêt par exemple. Hein. Bien, alors, si on arrive maintenant aux points négatifs et aux points positifs. Les points négatifs, c'est pas une AK-19, donc c'est quand même pas habituel, hein. J'ai fait plus de 100 revues, c'est quand même pas habituel de dire que je n'ai pas trouvé dans la boîte ce qu'on m'annonçait que ça devait être. Bien. Mais, on va pouvoir faire une AK-19 avec ça. Mais, bah, je suis obligé de vous dire, pour un russophile, ça n'est pas une AK-19, c'est un très beau custom d'AK-12. Deuxième chose, elle est chère. 500 €, on n'a quand même pas la majorité des répliques qui sont à 500 € en sortie de boîte. Ensuite, elle a des performances qui sont dues à un appui qui n'est pas de bonne qualité, qui ne correspond pas du tout à l'ensemble, des performances de tir en sortie de boîte qui ne sont pas à la hauteur de ce que c'est qu'une LCT, quoi. Alors ensuite, au niveau du positif, c'est une superbe réplique d'AK-12 Custom. Et je le dis, mais je le dis vraiment de manière très sérieuse, on est sur un custom d'AK-12 qui est splendide. On n'a pas l'équivalent sur le marché. Comme elle est au même prix que la K12,
et que c'est une AK12, si je devais moi me racheter une AK12, bah, je prendrais celle-là. D'accord? Bien. L'externe, pour moi, est somptueux, magnifique. L'ensemble poignet ponté, cross est extrêmement bien réalisé. Moi, je trouve ça vraiment superbe. On peut faire un custom d'AK19. Et ça, c'est très important. Et en changeant pas grand-chose dessus. Et on va avoir un interne de grande qualité, sauf l'appui et le joint. Et ça, c'est quand même pas ce qu'il y a de plus cher. Sur les gens comme moi, voilà, qui avons je sais pas combien de ressorts et de joints et d'appuis en réserve, parce que c'est pas parce que je suis pas mécano que chez mon mécano, il n'y a pas des dizaines de trucs de mes répliques passées. Ça sera rien du tout à changer. D'accord? Bien. Bah écoutez, moi j'ai été très content de faire la revue de cette AK19 12 Custom. Bon voilà, vous prendrez comme vous verrez. C'est vraiment une réplique, je pense que lorsqu'on n'a pas la K12, il ne faut pas hésiter à se l'acheter. Et si on veut se faire une AK19, à pas grand chose, je trouve que c'est un bon délire d'essayer de se la constituer, trouver le bon réducteur de son, trouver le bon petit site ou démonter celui-là. C'est un bon petit délire que moi je pense que je vais m'offrir. La prochaine fois que l'on se voit, on parlera de la tenue Mountain Flora. Voilà, la tenue Mountain Flora, qui est une tenue qu'on aime beaucoup à la Bradva et que aucun de nous ne possède. Voilà, et donc je vous présenterai la tenue Mountain Flora que m'a gracieusement prêté Samael. D'ici là, portez-vous bien, faites attention aux fortes chaleurs et on se revoit très bientôt. Allez, au revoir.